suis professeur Mbaye Thiam, enseignant-chercheur à la retraite, mais toujours attaché à l'école de bibliothécaire, archiviste et documentaliste de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Très bien. Alors, professeur, quand on parle de savoir endogène, de quoi parle-t-on? En réalité, les savoirs endogènes sont nés dans le cadre de la réflexion scientifique du système colonial sur les sociétés colonisées, où de l'ethnologie à l'ethnographie, on est passé à une certaine caractérisation des savoirs qu'ils ont indexés en Afrique, mais qu'ils ne voulaient pas ranger au même niveau que leur savoir dit scientifique. Et on a fait courir plus ou moins la thèse qu'il existerait, selon les sociétés, des sociétés détentrices de savoirs objectifs, scientifiques, capables de transformer le monde, et de sociétés pratiquement pauvres au plan scientifique, qui développent quand même certains niveaux de connaissances, mais qui n'atteignent pas la qualité de cela. Alors qu'en réalité, ça ne signifie pas cela. Parce que toutes les sociétés humaines, sans exception, qu'elles soient de l'Occident ou de l'autre partie du monde, ont aussi des savoirs endogènes. Parce que la connaissance se construit dans un espace à partir d'une culture. Et c'est la raison pour laquelle la réflexion que nous avons lancée à l'école de bibliothécaire archiviste et documentaliste, qui fait l'objet de ce colloque, mais réfléchit sur la compréhension dynamique des savoirs endogènes au prisme de nos disciplines, qui sont les sciences de l'information documentaire, la bibliothéconomie, l'archivistique, la documentation, en rapport avec les exigences de la mondialisation et du niveau de développement de tout ce qui est science et de tout ce qui est technologie susceptible de porter cela. Donc on glisse de manière positive vers une perception péjorative des savoirs indigènes, vers une véritable appréciation positive, considérant que toutes les sociétés humaines, dans leur espace, qu'ils soient des terroirs ou des territoires, à partir de leur culture, de leur trajectoire historique, construisent des savoirs. Maintenant, les modes de transmission, les modes de formation et de transmission diffèrent parce que ceux-là le font de manière par l'écrit, d'autres le font par l'oralité, mais quel que soit le mode que l'on choisit, la société, par rapport à ses connaissances, est capable de les structurer, de les enseigner et surtout de les diffuser et de les partager. Donc en réalité, l'Afrique n'a pas le monopole des savoirs endogènes? Mais absolument pas du tout. Partout où il y a des territoires avec des personnes, des sociétés qui vivent dans ces sociétés, on développe des réponses aux questions que la nature se pose. Parce que, en fait, la science, c'est les tentatives réussies ou pas de réponse aux questions que pose la nature à une société dans un espace donné, dans un contexte donné, qui peut être local, régional ou mondial. Donc, parler de société, indexer les savoirs endogènes à l'Afrique, mais est un glissement qui participe d'une forme de complexe de supériorité. L'essentiel, c'est que d'identifier, non pas classifier, mais d'identifier l'ensemble des savoirs qui naissent dans des terroirs spécifiquement au contexte et aux trajectoires, et de conjuguer leur jonction quelque part pour faire le savoir universel. Manifestement, il y a un souci pour la conservation des archives de certaines personnalités africaines, sénégalaises. Vous avez cité notamment les archives de Amadou Makambo qui ont été transportées à l'UNESCO, celles de Djiboka et d'autres que vous avez obligé vous-même de recueillir. Vous dites qu'il faut une maison des archives. Quel problème cela pose? Je pense que l'une des urgences essentielles des nouvelles autorités du Sénégal, et il est heureux qu'elles aient pris des engagements là-dessus. Maintenant, un engagement politique vaut ce que ça vaut tant que ça n'a pas été réalisé. L'une des urgences pour opérer les ruptures dans tous les domaines, c'est de doter le Sénégal d'un complexe répondant aux exigences scientifiques, techniques, matérielles, en ressources humaines, un complexe abritant les archives nationales, la bibliothèque nationale et même le Centre national de documentation scientifique et technique. Parce que la question essentielle aujourd'hui en matière de défi au développement, c'est la maîtrise de la science et de la technique. La maîtrise de la science et la technique passe par différents processus, mais un des processus incontournables, c'est une politique de collecte, de traitement
de conservation, de diffusion de l'information scientifique et technique. Et cela, c'est l'affaire des bibliothécaires, des archivistes et des documentalistes en collaboration avec leurs partenaires privilégiés que sont les spécialistes des technologies de l'information pour démultiplier les possibilités d'accès et de diffusion. Mais tant qu'on ne le fera pas, mais on perdra des archives comme on l'a fait récemment avec les archives d'Ahmed Mokhtar Mbow qui se trouvent à Paris. Si on avait une maison des archives au Sénégal, on les aurait eues. Avec les archives de Senghor qui sont en train d'être détruites malgré la volonté exprimée par les archives nationales de prendre ça en charge. Mais cela requiert la conception, appelant la contribution de tous les spécialistes des sciences sociales et autres, une politique nationale d'information scientifique et technique faisant la paire à la Bibliothèque nationale et son réseau de bibliothèques de lecture publique, les archives nationales et son réseau de services d'archives dans tous les démembrements de l'État, y compris dans les collectivités territoriales, et surtout une politique d'identification des secteurs clés de l'information scientifique et technique pour nourrir la réflexion des scientifiques dans tous les domaines. Je pense que nous avons des engagements fermes. Si les engagements sont réalisés, mais l'essentiel de nos archives seront récupérés comme il se doit par les archivistes. Notre bibliothèque nationale sera détentrice de la mission essentielle qu'est la bibliographie nationale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y en a écrit sur le Sénégal, qui l'a écrit, et de rassembler tout ça en un lieu et de procéder à leur diffusion. Si tout cela est fait, nous donnerons à l'éducation de notre pays, aux citoyens de notre pays, les moyens d'accès au savoir élargi, organisé, ordonné, et cela est d'autant plus possible que nous avons la plus ancienne et la meilleure école des sciences de l'information documentaire subsaharienne, Afrique du Sud non comprise. Vous ne trouverez jamais une école qui peut dépasser en qualité l'école de bibliothécaire archiviste et documentaliste de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle a été la seule école qui a formé pendant 35 ans tous les spécialistes à tous les niveaux, niveau technicien, niveau maîtrise, sur les archives, les bibliothèques et la documentation. Professeur, alors vous pensez que les jeunes, sinon pas même forcément les jeunes, les intellectuels sénégalais et africains ont souvent été injustes avec Senghor en pensant qu'il est un vendu aux Français, il est trop blanc? Non, la réalité est que quand on devient très tôt sachant dans une société où le savoir est la chose la moins bien partagée, mais on devient incompris. On devient incompris. On ne parle pas au même niveau que ceux qui vous écoutent et qui vous lisent. Ensuite, quand tout cela est combiné à des préoccupations politiques, c'est-à-dire de partisanerie, mais évidemment, on débouche sur des incompréhensions. C'est-à-dire que j'ai dit tout à l'heure que dans notre jeunesse, nous étions plus préoccupés à dénoncer les options politiques de Senghor que nous n'avons pas su profiter mais de toute la richesse intellectuelle de sa réflexion. Sa réflexion sur le socialisme africain est à revisiter. Sa réflexion sur les rapports, les questions linguistiques en rapport avec la gestion de nos sociétés est quelque chose à revisiter. Mais il est temps que Senghor, Cheikh Anta Diop, Mokhtar Mbow et toute cette génération de grands intellectuels qui n'étaient pas tous d'accord sur tout, mais soient revisités à l'aune d'une compréhension méthodique de leur pensée, maintenant que nous avons, au-delà des écoles, mais des modes de diffusion des savoirs et des connaissances qui peuvent rejoindre tous les niveaux. Cela permettrait aux Sénégalais de comprendre l'évolution de la pensée philosophique de Senghor, celle de Cheikh Anta, celle de Amadou Mokhtar Mbow, celle de Abdoulaye Ly, celle de toute cette génération de grands intellectuels. Maintenant, chacun fera son choix, mais sur les engagements politiques, ça c'est un autre débat. Et quelle différence justement faisait-il Senghor entre le parti unique et le parti unifié? Vous l'avez évoqué. Oui, mais parce que dans sa tête, Senghor n'a jamais pensé à créer un parti unique. Même si l'UPS, devenu PS, a été un parti unique, il parlait d'un parti unifié. Dans sa tête, comme il avait réussi à capter des éléments qui venaient du PRA Sénégal, les Amadou Mokhtar Mbow ont été dans le gouvernement de Senghor. Quelques éléments qui venaient du PAI, d'autres qui venaient d'autres formations politiques, notamment de la SFIO, parce qu'il s'est opposé à Lamine Gueye
pour sortir de la SFIO et créer le BDS, ça ne les a pas empêchés de se retrouver après. Et puis d'autres. Et c'est cela qui fait qu'ils considéraient son parti unique des années 60 comme un parti unifié, c'est-à-dire qui était le résultat de la jonction de plusieurs personnes qui n'avaient pas tous la même vision, mais qui avaient le même objectif. Mais dans les faits, le comportement, est-ce que ça ne fonctionnait pas comme un parti unique quand même? Ça comme un parti unique, c'est vrai. Mais sauf que il a été le premier par rapport à cette perception de parti à faire l'ouverture démocratique en Afrique. C'est lui qui s'est réveillé et qui a dit il y a 3 courants politiques, le courant socialiste, le courant communiste, le courant libéral. Il faut créer les 3 partis. C'est ça qui a fait naître le parti d'Abdoulaye Wade, qui a fait revenir Majmoud Diop. Et d'ailleurs, quelques temps après, mais Boubacar Gueye a dit mais je ne suis d'aucun de ces courants, moi je suis du courant conservateur. Et il a ajouté le courant conservateur. Ça veut dire que c'est sa perception de l'unité des différences dans sa perception parti unifié qui a peut-être, entre autres, facilité l'ouverture démocratique que Abdou Diouf a fait intégralement en 1981 en disant tout le monde peut créer son parti. Ça a du bon, parce que c'est une forme de liberté d'expression politique. Ça a du mal, c'est que nous sommes aujourd'hui 400 partis et on ne reconnaît plus dans ce fourmillement les torchons et les serviettes. Mais Senghor a une certaine intelligence politique alors. Ah, mais bien sûr. Merci, bien professeur. Sûr.